Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 de la saison 2 du podcast. Je suis Hélène Frévour. Je suis malade de la fibromyalgie depuis plus de 25 ans et j'explore chaque jour comment mieux vivre avec cette maladie chronique. Je suis coach et auteure. Je suis la créatrice de ce podcast Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Je partage mon expérience de malade qui vit mieux avec la fibromyalgie. Et avec mes compétences de coach, je t'accompagne sur ton chemin pour que tu trouves tes solutions. J'ai imaginé cette saison 2 comme un premier tour des pistes des questions que tu pourrais te poser pour faire le point de ta relation avec la maladie chronique et surtout comment tu vis les relations dans ton écosystème de vie. Car la première clé, c'est déjà de comprendre qu'on construit soi-même son écosystème de vie avec les choix qu'on fait, les petits comme les grands. Mais c'est vrai, avec la maladie chronique, on part pour un long parcours avec des contraintes, ça c'est sûr. Alors autant commencer par se donner les moyens de s'adapter. Alors pour éclairer ton chemin de résilience, j'ai commencé dans l'épisode 2 par faire le focus sur la qualité de la relation avec les soignants, car bien évidemment, lorsqu'on est malade chronique, le soin est fondamental. Il est nécessaire de choisir des soignants compétents face à la fibromyalgie et à ces autres maladies inflammatoires, métaboliques, maladies de notre environnement. Et même si ce n'est pas facile, c'est vraiment un impératif de nouer une relation de qualité avec des soignants qui nous respectent et que nous respectons. Et puis, dans l'épisode 3, manger, l'épisode 4, marcher, l'épisode 5, dormir, l'épisode 6, travailler, je t'avais annoncé qu'on partait pour une série de 4 épisodes avec les 4 actions prioritaires de notre vie. Manger, marcher, dormir, travailler. Donc, ça c'est fait. On a déjà donc fait le tour de 5 sujets essentiels. L'essentiel de l'essentiel. Maintenant, nous allons ouvrir une nouvelle série de 5 épisodes avec les relations. Parce que, justement, un écosystème de vie, c'est d'abord un système de relations. Allez, zou! On va commencer par faire un tour de piste sur les maladies de frontières. Au début de la saison 1 de ce podcast, j'avais donné en détail les différentes définitions de la fibromyalgie et décrit toute la problématique de l'errance médicale, la difficulté à établir le diagnostic. J'invite l'auditeur à retourner écouter les épisodes 2 et 3 de la saison 1. Aujourd'hui, je vais juste rappeler que la fibromyalgie est reconnue par l'OMS depuis 2006 sous le nom de code M79-7 avec la définition état douloureux musculo-squelettique spontané diffus bilatéral évoluant depuis plus de 3 mois associé à la présence d'un minimum de 11 points tendino-musculaires sur les 18 répertoriés. Ah, ça c'est sûr, hein. Tout malade de la fibromyalgie sera bien d'accord pour dire que c'est une définition sacrément réductrice du bordel auquel on doit faire face. C'est sûr. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, alors, depuis 2017, la CPAM a mis sur son site internet une définition de la fibromyalgie. Alors, je lis.
La fibromyalgie est une maladie chronique décrite comme un état douloureux chronique diffus avec des douleurs musculaires, articulaires et neuropathiques, avec des signes associés. Syndrome de fatigue chronique, troubles du sommeil, anxiété, troubles digestifs, troubles cognitifs, syndrome des jambes sans repos, syndrome de la vessie irritable, syndrome du côlon irritable, migraine, terrain inflammatoire, baisse de l'immunité, dérèglements métaboliques multiples. Tout ça lié à une hypersensibilisation du système nerveux central. Voilà, c'est la définition de la CPM qui est quand même pas mal. Bon, moi, je dis que c'est surtout une maladie à la noix, à la con, car c'est évolutif et multibordel. Chacun a son propre tableau et sa propre évolution. En fonction des médecins qu'on rencontre, on peut se retrouver dans des impasses ou alors dans une surcharge médicamenteuse qui ne mène à rien. Il n'y a aucun médicament qui soigne la fibromyalgie. Je répète, il n'y a aucun médicament qui soigne la fibromyalgie. Du coup, devant ce tableau clinique complexe, un autre problème apparaît souvent, c'est la frontière avec les autres maladies. Alors comme ici, je témoigne de mon histoire, je vais vous raconter comment j'ai eu 2 autres maladies qui n'ont pas été diagnostiquées, car le bazar de la fibromyalgie cache le reste. On met tout dans le vrac. Allez-y. Bon, moi aujourd'hui, je vais vous parler de l'endométriose et du burn-out. Lors de la ménopause, au début de mes 50 ans, j'ai découvert que j'avais l'endométriose avec une gynéco en CHU qui était scandalisée que personne n'ait jamais posé le diagnostic. Ah bah ça, à 50 ans, c'était le moment. Alors que toute ma vie, j'ai chaque année fait des contrôles, rendez-vous chez le gynéco et patati patata. Donc, on ne peut pas dire que j'avais fait preuve de négligence. Et surtout, je souffrais horriblement de mes règles. Et puis, j'avais toujours le même discours. Oh, bah oui, c'est normal, hein, ça passe. Bon. Bref, autant vous dire qu'avec la ménopause, c'est un vrai soulagement. Et je souhaite en profiter pour rassurer les femmes qui m'écoutent. On y gagne une très grande stabilité et la fin de cette douleur qui nous mène à plat. Car conjugué à la fibromyalgie, ça fait un vrai tsunami de douleur et de dérèglement émotionnel et de charivari dans les hormones. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Alors, je rappelle aussi que pour moi, la fibromyalgie a été diagnostiquée en 2002, quand j'avais 37 ans. Et quand j'ai signalé les grosses douleurs de règles et puis tout le pataquès qui va avec, c'est-à-dire plusieurs médecins et spécialistes, on m'a répondu que c'était la fibro. Voilà, sans aller chercher plus loin. Du coup, l'endométriose, pas diagnostiquée. Et rebelote, en 2014, j'ai fait un burn-out. Et ouais, alors que j'étais dans une situation de harcèlement moral au travail depuis 2010. Et évidemment, j'avais un médecin, malheureusement, à cette époque-là, qui ne comprenait rien à la fibro. Alors, il n'a pas cherché plus loin. Je pense tout simplement que pour lui, j'étais l'emmerdeuse qui ne voulait pas aller bosser. Et il me donnait des arrêts maladie sur un mois renouvelés pendant toute l'année 2014. En mode, moi je la vois, celle-là, mieux ça vaut, quoi. Hein. Sans chercher quoi que ce soit. En tous les cas, mon burn-out ne fait pas partie des statistiques officielles, comme beaucoup d'ailleurs. Ici, voilà, parce que il a été rangé dans le vrac de la fibro, comme l'avait été l'endométriose. Enfin bref. A posteriori, en 2019, en rencontrant des experts du burn-out, j'ai compris que j'avais fait un burn-out de 2010 à 2014, et surtout en 2014, avec l'explosion et la mise à plat totale. En passant cette année-là dans une colère de furie et à la fois d'abattement général.
j'ai démissionné et c'est vraiment une bonne chose. Donc, car franchement, je ne sais pas comment la violence de la situation aurait pu évoluer. Et puis, j'ai mis tout 2015 et 2007 à m'en remettre. Mais pas tant que ça, puisque finalement, fin 2016, j'allais tellement bien, hein, que finalement, le médecin de la sécurité sociale m'a mis en invalidité, sans discuter, car il a bien vu en face de lui une personne complètement vidée et au bout du rouleau, dans l'incapacité totale de travailler. Et petit à petit, encore et encore et encore une fois, j'ai changé pas mal de choses dans ma vie. J'ai déménagé, j'ai coupé des relations toxiques, je me suis fait coacher hors de Pôle emploi et compagnie. J'ai vraiment voulu changer de point de vue. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller mieux petit à petit, avec le coaching qui me redonnait une perspective. J'étais coachée, moi, à cette époque-là. Et puis, pendant ce coaching, j'ai décidé d'être coach. Et j'ai décidé parce que je voulais accompagner les malades chroniques. Je me suis dit, il faut quand même bien que ça serve toute cette galère. Alors, ok, je vais faire ça. Je vais faire quelque chose qui va servir pour les autres malades chroniques. Alors, j'ai fait une formation sérieuse toute l'année 2018 et j'ai ma certification de coach professionnel depuis fin 2018. Puis en 2019, j'ai continué avec d'autres formations, notamment avec la Neurobusiness School pour étudier le coaching avec l'angle des neurosciences. Et dans cette communauté autour de coachs réputés, comme David Lefrançois et Yannick Alain, j'ai rencontré Sandra Boré, qui est coach et avec qui j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur le burn-out. Et c'est par son expertise et toute la richesse de communication qu'elle fait sur le burn-out que j'ai compris rétrospectivement que j'avais fait un burn-out dans cette période 2010-2014. Alors, sur cet épisode du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Sandra Boré, mais malheureusement, je vous préviens à l'avance, l'enregistrement, on a eu pas mal de problèmes techniques pour le faire et la qualité du son n'est pas terrible. Et comme je ne suis pas une professionnelle experte du montage d'audio, je me suis arraché à peu près tous les cheveux pour arriver à vous faire un épisode qui tienne la route. Je m'excuse par avance de la mauvaise qualité du son. Essayez de pousser le volume du son quand Sandra parle. Voilà. Alors on l'écoute. Alors, j'ai donc le plaisir d'accueillir sur cet épisode du podcast Sandra Boré, connue aussi sous le nom d'Effervescience. Bonjour Sandra, je suis vraiment ravie de pouvoir discuter avec toi du burn-out. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le burn-out ? Alors, le burn-out, c'est un syndrome d'épuisement qui est la conséquence d'un stress chronique. Donc, c'est un stress qui va s'installer sur la durée, qui va épuiser les ressources jusqu'au moment où on va s'effondrer par épuisement. Ah dis donc, ce sacré programme. Ça donne pas envie, hein, comme non, ça. Ça donne pas envie comme Et ça. il y a un vrai problème, c'est qu'on le voit pas forcément arriver. Donc, il y a souvent un problème de déni sur le burn-out. C'est les gens sont dans des épisodes de stress, mais se rendent pas compte qu'ils peuvent aller jusqu'à l'épuisement. Et du coup, le burn-out peut arriver un petit peu par surprise. La partie décompensation est très violente et très immédiate. Et il y a des gens qui se font surprendre, qui se sentent pas concernés en fait. Mais on est tous concernés par le risque de burn-out. Oui, ça c'est sûr. Et puis avec la situation qu'on est en train de vivre, ça va certainement, malheureusement, s'empirer. Ça augmente. Oui, ça va être catastrophique, je pense, en contre-coup de la situation de pandémie. Mais bon, comment on peut le reconnaître quand même ? Quels sont les signes qui nous aident à détecter ça ? Alors, il y a 3 signes qui sont reconnus officiellement par les chercheurs qui ont travaillé sur le sujet. C'est l'épuisement physique et psychologique. Donc, c'est pas juste de la fatigue physique, c'est aussi psychologique. Il y a une forme de démotivation et de désinvestissement. C'est la perte du sentiment d'accomplissement, le deuxième signe, c'est-à-dire qu'on va plus s'épanouir dans ce qu'on fait. Et les effets du stress sur le cerveau vont faire qu'on va commencer à faire des erreurs d'étourderie qui ne nous ressemblent pas.
Et le troisième signe, on parle de déshumanisation ou de dépersonnalisation. Moi, je parle de zombification parce que les gens ne sont pas d'accord sur le terme. En fait, c'est une forme de cynisme. On va être cassant par rapport aux personnes avec qui on interagit parce qu'on se rend plus compte qu'on interagit avec des personnes, en fait. Quand on regarde avec le prisme un petit peu de la théorie polyvagale, on est dans un état où on ne peut plus rentrer dans l'interaction avec l'autre. Donc ça fait des relations cyniques et cassantes. Ça, c'est les signes officiels. Donc l'épuisement physique et psychologique, la perte du sentiment d'accomplissement et la dépersonnalisation, c'est pas forcément super parlant. Ça va aussi être des douleurs qui vont revenir de façon chronique. Ça va être des infections et des surinfections. Ça va être le fait de tomber malade, par exemple, au début du week-end ou au début des vacances. Ça va être des troubles du sommeil, ça va être des problèmes digestifs. Il y a tout un tas de symptomatologies qui sont propres à chacun, qui vont être des conséquences du trop de stress. Oui, c'est bien tout le bazar. Quand je parlais je t'ai invité justement sur le sujet de la frontière avec la fibromyalgie parce qu'on est en bien dans ça. Tous les signes que tu décris sont aussi des signes du bazar qu'on vit dans la fibro. Et moi, le burn-out que j'ai vécu entre 2010 et 2014, c'était exactement ça. C'était ce que tu décris, mais c'était beaucoup plus facile de mettre ça dans le bazar de la fibro et c'est souvent pour ça que c'est pas détecté. Je crois que toi, tu as fait, en as fait 3, je crois, hein, c'est ça? J'ai Toi, fait t'aimes 3 bien les burn-out, oui. trilogies. J'aime bien les trilogies, j'ai beaucoup de choses en trilogie, j'ai fait 3 burn-out. Eh ben, raconte-nous rapidement ton parcours de burn-out. Comment ça s'est passé? Parce que dans un sens, on se dit, bah zut, si j'en fais un, maintenant le prochain, je vais pouvoir le reconnaître. Donc, raconte-nous un petit peu ta trilogie. Bah, là où c'est vraiment un petit peu amusant et aussi un petit peu ridicule, c'est qu'en fait, j'ai fait 3 burn-out alors que je travaillais dans la prévention santé. Et notamment, j'ai travaillé sur la prévention du stress et du burn-out. Sur le premier burn-out, pas encore, je travaillais pour des congrès médicaux, mais le point vraiment commun entre les 3 burn-out, c'est qu'à chaque fois, je cumulais les postes. C'est-à-dire que j'ai un profil atypique où j'apprends très vite et du coup, je peux vite faire le tour d'un poste. Et je vais avoir tendance à prendre les postes des copains ou prendre des projets en plus. Ce qui fait qu'à chaque fois où j'ai décompensé, j'en étais à 3 postes, sauf le dernier burn-out où j'en étais à 4 postes. Et en plus, le burn-out est multifactoriel. Sur le premier burn-out, je gérais la maladie et le décès de mon papa. Donc, il fallait que je cherche à côté. Et en plus, je faisais de la photo de concert en plus de mes 3 postes salariés. Ce qui fait que j'avais vraiment des journées à rallonge et je ne me reposais pas. Et sur les 2 autres postes, j'avais des soucis de surendettement et de galère financière d'un prêt immobilier mal monté que je gérais en plus de mes 3 puis 4 postes. J'avais arrêté la photo parce que j'avais plus l'énergie pour ça, mais j'avais vraiment un cumul d'activités, ce qui fait que j'avais des attentes très élevées et un temps de travail qui était vraiment hallucinant par rapport au temps de repos qui était quasi inexistant. Donc j'ai vraiment trop tiré sur la corde à chaque fois, quoi. Ouais, c'est vraiment une histoire de spirale. Moi, je parle souvent du cercle vicieux et on est bien dans ces histoires de poussée de stress et qu'on arrive. On est tellement dans le processus du stress avec Je crois qu'il y a David Lefrançois qui nous unit toutes les deux. Il dit souvent que le cortisol crame le cerveau, mais voilà, on est en plein dans ça. Ça active toutes les histoires de mécanismes de survie et tout ça. Et justement, je crois que il y a un truc qui change un petit peu la donne de l'analyse, c'est cette histoire de théorie polyvagale que tu as évoquée tout à l'heure, la TPV, oui. La théorie polyvagale, qui est assez compliquée. Moi, j'arrive jamais à l'expliquer, mais toi, t'es en plein dans ça. Donc, est-ce que tu peux nous Du dire coup, ce tu que me c'est? laisses le faire. Ouais, voilà. Ouais. Alors la théorie polyvagale, c'est une théorie qui a été découverte et mise en avant par Stéphane Porges. On en parle en France depuis 2-3 ans, mais en fait ça fait plus de 10 ans que ça existe. Et en fait, on avait l'habitude de dire que par rapport à un stress, on avait 3 types de réponses possibles, la fuite, la lutte et l'inhibition. Et en fait, on sait qu'il y a aussi des personnes qui arrivent à gérer les situations stressantes. On parle de résilience ou de coping, on ne savait pas comment ça marchait. On a découvert en fait qu'il y avait une nouvelle voie du nerf vague
On a deux systèmes dans le stress. On a le système sympathique. Le système sympathique, c'est l'accélérateur, c'est l'activation, la mobilisation pour l'action, ce qui permet de gérer les situations perçues comme stressantes en activant les ressources et mobilisant l'organisme pour gérer le stress. Et ensuite, il y a un système qu'on dit parasympathique qui permet de revenir à la normale. On a vu qu'il y avait en fait deux branches dans ce système parasympathique. Le vagal dorsal, qui est la voie ancienne, qui est la voie du figement et de l'inhibition, et la voie qui permet vraiment le retour à la normale, mais aussi la connexion à l'autre, le lien social et la confiance, c'est la voie vagale ventrale ou vagale nouvelle. Ça nous donne les clés de la résilience, ça nous donne les clés de la confiance, ça nous donne les clés d'une bonne gestion du stress. On ne savait pas comment faisaient les personnes qui arrivaient à gérer les situations stressantes. Maintenant, on sait comment ils font et on peut cultiver cette facilité à passer dans le vagal ventral pour gérer les situations stressantes, ce qui nous permet d'augmenter notre résilience. Ah bah ça c'est sûr, reconnaître ces idées-là, c'est toute la difficulté. Moi je sais très bien que bon j'ai été diagnostiquée fibromyalgie en 2002, mais j'étais malade déjà depuis un moment hein, avec tous ces problèmes d'errance. Et puis j'étais vraiment pas bien, on va dire toutes ces années 2000 où c'était vraiment tout le bazar où on comprend rien de la fibro. Et puis en plus on en parlait moins que maintenant. Enfin bref. Et moi quand t'expliques ça ou quand j'ai lu là les trucs que tu as produits sur ça, je reconnais exactement la situation dans laquelle j'étais, ce figement. Et quand on souvent des malades de la fibromyalgie qui sont dans la période de plein brouillard et où elles n'ont pas compris ce qui se passe et elles savent pas par où faire, on est couché et on n'a plus envie de rien. Ce qui d'ailleurs fait une frontière, puisque c'est le sujet du jour, ça fait une frontière avec la dépression, parce que souvent il y a des médecins qui disent ah bah c'est la dépression quoi. Voilà, on est couché, on n'a plus envie de rien, donc ça c'est facile de cataloguer en dépression. Ou quand c'est de burn-out, bah c'est là où on fait pas la distinction des choses et tout ça. Et moi je reconnais La que maintenant, frontière est même très si très mince. ah bah oui, je sais même pas s'il y a une frontière finalement, puisque c'est le Je ne même sais même pas s'il sujet. y en a une. Après, la fibromyalgie n'est pas le burn-out, mais le burn-out est une conséquence du stress chronique. Le stress chronique va générer une inflammation chronique de bas grade. Et si elle persiste ou si elle s'intensifie, on peut aller vers des maladies inflammatoires comme la fibromyalgie. Donc, ça peut être une porte d'entrée vers des maladies inflammatoires chroniques. Exactement. Exactement, c'est le cercle vicieux et ça s'auto-alimente. Moi maintenant j'ai bien compris que la clé c'est de réguler son nerf vagal. Alors je suis pas une experte de la théorie polyvagale comme toi tu peux l'être, mais moi très concrètement, tu vas nous dire ça peut-être mieux, plus en détail. Mais moi maintenant mon secret si on peut dire, c'est que quand je vois que je commence à déraper dans le sens à m'éteindre, à me figer, l'année dernière, hein, pendant le confinement où on a été sous le choc, la peur et tout ça. Moi, ma clé maintenant, c'est de bouger, quoi. Voilà. Quand Oui. je vois que les journées sont parties à l'envers et que c'est vraiment foutu, je sors et je vais marcher sur la plage et j'essaie de rien réfléchir parce que tout est négatif et c'est pas le moment de prendre des décisions ou de commencer à faire des plans sur la comète. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dès qu'on se remet à bouger, et pour moi, c'est vraiment la marche, ça relance le truc, quoi. Voilà, quoi. Tu pourrais nous donner quelques petits trucs là comme ça pour sortir de ce figement et donner une première clé. En fait, quand on est figé, on envoie un message au corps et au cerveau qui dit qu'on n'est pas en sécurité. Parce que l'immobilisation, c'est une réponse de stress qui signale un danger mortel. Donc, quand on se prostre, on envoie au cerveau le message qu'il est en danger mortel. Donc, la remise en mouvement va permettre de redonner une perception de sécurité. C'est vraiment le niveau de danger perçu qui va activer les différents états. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le système nerveux autonome, donc qui se gère tout seul. Le choix des états en fonction du niveau de danger perçu se fait de façon automatique, sans intervention de la conscience. Par contre, la voie directe qu'on a pour gérer et réguler un petit peu ce système nerveux autonome, par rapport aux organes qui sont innervés par ce nerf vague, c'est au niveau des poumons et du cœur, c'est la respiration. Donc le premier outil pour vraiment apaiser son nerf vague, c'est la respiration et notamment la cohérence cardiaque
qui permet d'apaiser et de réguler le système nerveux autonome. Et quand on est beaucoup dans le stress et beaucoup dans le sympathique, ce qu'on va faire, c'est faire une expiration qui sera plus longue, un petit peu plus longue que l'inspiration. Parce que l'inspiration est sympathique et l'expiration est parasympathique et va jouer sur le vagal ventral. Ensuite, la remise en mouvement, le yoga, les pilates, tout ce qui est mouvement doux, la marche, tout ce qui est aller dans la nature va permettre de redonner cette perception de sécurité et remobiliser le système. Quand on est figé, on va avoir vraiment des figements au niveau des fascias et des muscles et ça va faire des tensions, des cristallisations qui vont participer aux douleurs et je pense que ça peut aussi jouer un rôle dans la fibromyalgie. Donc on a vraiment ce besoin de remise en mouvement pour refaire circuler les muscles et l'information. Oui, souvent je dis que des fois, quand on est dans ce qu'on appelle, nous, les malades de fibro, on parle souvent des crises de fibro et des hauts et des bas. Et moi, ça fait quand même un petit moment que j'ai compris que, en fait, quand on a vraiment envie de rester couché ou d'aller se coucher, puis qu'on n'a plus envie de rien, bah, c'est exactement ce qu'il faut pas faire d'aller se coucher, en fait. C'est ça. Et je me le suis appliqué, bah, ça fait quelques années, et maintenant que je te connais, que j'ai fait tout ce travail-là avec toi sur la TPV et puis tout ça, je suis contente parce que j'ai compris que je l'avais trouvé intuitivement et maintenant bah, je le comprends un petit peu mieux et du coup je me mets vraiment un coup de pied au cul dès que je sens que je ramollis et que je vais tendre vers mon lit. Je trouve que c'est difficile. Hein. Je dis pas que il y a des Oui. fois il y a des fois je vais me coucher puis voilà ça enferme la boutique et puis ça va pas être la bonne journée, et puis voilà, ça va repartir On demain. en a besoin aussi. On en a besoin, puis en ce moment, on traverse une période extrêmement difficile, qui est extrêmement anxiogène, avec beaucoup de stress. On a beaucoup de choses compliquées à gérer. Hein. Moi, j'ai mon père qui a 85 ans, et puis une autre proche qui a 80 ans. Hein. J'ai mes deux seniors. Voilà, il y a des jours où je me dis, ben, on prend sur soi, hein, comme on dit, pour pouvoir aider bah, nos proches. Et puis bah, après, du coup, il y a les contre-coups. Et on est en plein dans ces histoires-là. Je pense que tu nous as donné un décryptage assez intéressant. Et puis moi, je sais que tu l'as simplifié parce que c'est bien plus compliqué que ça. Je t'ai pas présenté pour commencer, mais on s'est connus dans le cadre de la Neuro Business School en 2019 où moi j'y suis allée pour David Lefrançois et m'intéresser à intégrer les neurosciences dans le coaching. Toi, tu as fait ta formation à l'Institut des neurosciences de David Lefrançois. Donc c'est Oui. comme ça que tu as commencé à être coach. Et puis l'année dernière, j'ai suivi ton programme Power qui est vraiment exceptionnel et que je recommande vraiment, comment dire, très très sincèrement parce que Merci. c'est une richesse de contenu que tu as réussi à mettre en un grand 1, grand 2, etc. Et de façon, toi t'aimes bien le jeu et t'aimes bien une pédagogie assez ludique. Bon, moi je Oui. trouve que tu es la reine du sketchnoting parce que tu fais des sketchnotes que je trouve très complètes et au premier abord complexe à lire, mais quand on apprend à lire la façon dont tu procèdes avec tes sketchnotes, c'est extraordinaire. Donc voilà. Donc je J'essaie mettrai d'être évidemment tout. exhaustif, comme ça il y a vraiment beaucoup d'informations dedans. Et c'est vrai que Power, la formation qui prend la théorie polyvagale, au début je voulais juste faire le stress et le burn-out et comment la théorie polyvagale changeait la donne. Mais en fait la théorie polyvagale va dans plein d'autres approches au niveau des interactions, au niveau des émotions, c'est une autre clé de lecture, au niveau de la gestion de son énergie, au niveau du flow et de comment gérer la créativité. Ce qui est que je suis allée beaucoup plus loin que ce que j'avais initialement prévu et ça fait une formation un peu fleuve. Oui, j'imagine maintenant que je te connais depuis bientôt 3 ans, j'imagine que quand tu es parti, tu t'attendais pas à toi-même la montagne à traverser, quoi. C'est Mais ça. dedans, il y a énormément de clés pour gérer le stress, les émotions, etc. Et c'est en ça que c'est une mine fabuleuse. Et peut-être tu peux nous dire un petit mot sur ton livre, parce que de Oui. ça, tu as donné l'idée de faire un livre. Donc mon petit
doigt m'a dit que tu avais quasiment fini la rédaction, mais tu peux peut-être nous en dire 2 mots pour Oui, informer nos auditeurs sur ce projet. Power, la formation est beaucoup trop longue. On a quand même plus de 24 heures de vidéo et je pense que ça parle surtout aux profils atypiques qui veulent vraiment aller au fond des choses et comprendre. Et du coup, j'ai voulu faire un livre qui soit beaucoup plus grand public, qui explique la théorie polyvagale en termes de clés de lecture par rapport au stress et au burn-out, par rapport en alternative à la gestion lecture des émotions et par rapport à gérer son énergie. C'est vraiment la neurobiologie pour gérer son écologie personnelle et son énergie. Donc il y a un peu de physiologie pour expliquer ce qu'est la théorie polyvagale, mais c'est surtout pratico-pratique pour comprendre comment ça change la donne et comment on peut utiliser ces clés de lecture-là pour comprendre comment on fonctionne et apprendre à gérer son énergie. Et oui, j'ai Ouais. fini l'écriture, là c'est en relecture, et j'espère faire la maquette avant l'été. Oui, je suis ça sur les newsletters évidemment que tu nous envoies et puis sur Facebook. Je suis impressionnée par le gros travail que tu fais. Bon, j'ai participé d'une minuscule contribution dans ton crowdfunding, mais C'est c'est toujours vraiment, bienvenu. je suis fière de toi quoi en fait. Je suis fière du travail que tu fais parce que je trouve ça Merci. extraordinaire quoi. Bon, alors des fois ça me fait un peu peur parce que je me dis que tu vas loin dans tes recherches, mais comme de l'autre côté sur les réseaux sociaux, je suis souvent en colère parce qu'on voit beaucoup de conneries et de coquilles creuses. Voilà, c'est pour ça que je voulais t'inviter. C'est parce que toi, tu as une Merci. qualité exceptionnelle de produire du contenu très puissant et très sérieusement fait. Donc, il faut quand même rendre honneur à tout ce travail-là. Pour terminer, je crois qu'on peut, tu l'as évoqué au tout début, on se connaît aussi par la communauté de Nathalie Alstim, Oui, le fameux congrès de la douance et tout le travail que Nathalie Alstim fait autour du coaching de la douance. On est toutes les deux HPI au potentiel intellectuel. On sent rentrer dans le détail de tout ça parce que c'est pas le sujet du jour. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un lien avec la fibromyalgie. Alors, je le dis vraiment avec des pincettes. Je dis j'ai l'impression parce que ça s'appuie pas sur des théories scientifiques. Donc, je suis très prudente dans le podcast à pas dire de conneries. Mais là aussi, il y a une histoire de frontières. Moi, d'après ce que j'ai compris, quand on est HPI, on a un câblage différent du cerveau. oui, Les histoires de la myéline et puis je sais pas quoi d'autre dans les chemins neuronaux. Et ce que j'ai compris un peu, c'est que finalement, ça modifie les récepteurs de la douleur, les capteurs de la douleur oui. et tout ça. Il me semble qu'il y a des passerelles à faire avec la fibromyalgie parce que justement, la fibromyalgie, c'est bien une modification des capteurs de la douleur et tout ça. Et j'ai vu qu'au Canada, ils sont en train de commencer à dire que la fibromyalgie serait une maladie neurologique. Alors que nous, en France, on l'a classé en rhumato, ce que moi, je ne comprends pas du tout, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Est-ce que toi, tu aurais un tout petit mot à dire sur ton avis là-dessus toi, tu as Ça un manque côté beaucoup plus encore, scientifique que moi, donc ça manque encore d'études et d'étayage cette théorie. Fabrice Michaud en parle régulièrement dans ses conférences. Il y a vraiment, ce que tu parlais, il y a des hyperesthésies dans le potentiel intellectuel, ce qui fait qu'on va avoir des seuils de sensibilité qui vont être abaissés à tout un tas de stimuli. Donc on parle beaucoup du bruit, de la lumière, qui sont les sens habituels, mais pour moi, il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Et pour le coup, il y aurait aussi cette sensibilité qui serait accrue au niveau du stress, qui expliquerait que les potentiels intellectuels sont souvent les premières personnes à faire des burn-out, les premières personnes à décompenser, mais aussi au niveau de la douleur, avec des seuils abaissés, ce qui fait que une douleur qui serait en fait sourde par rapport, qui ne serait pas du tout perçue par des normaux pensants, peuvent devenir des douleurs vraiment handicapantes, et c'est ce qui fait la fibromyalgie pour des personnes à haut potentiel. C'est vraiment une piste à creuser. oui, tout à fait. Je crois, oui, tu le dis beaucoup mieux que moi. C'est exactement ça. Moi, c'est ce que j'ai compris. Enfin, ça m'a permis de décrypter des douleurs passées que j'ai plus aujourd'hui, mais que j'ai eues. Et c'est exactement ça. Moi, aujourd'hui, là, ça agit beaucoup sur l'hypersensibilité au bruit et à la lumière aussi, mais surtout au bruit. Et justement, pendant le confinement, vraiment, ça m'est apparu comme une hyper évidence
le premier confinement de mars 2020, il y a quand même eu un bruit ambiant qui a énormément baissé. Et moi, j'ai l'extraordinaire chance d'avoir une charmante voisine au 3e étage qui est extrêmement bruyante. Donc, le bruit qu'elle faisait dans ce silence et dans le silence de la ville où je suis et tout ça, son bruit me paraissait encore plus bruyant, quoi. Et c'est là où je me suis dit, oui, je suis hypersensible et oui, il y a quand même une sensibilité au bruit, quoi. Toi, tu as eu Et ta voisine qui a été révélateur, mais pour beaucoup de hauts potentiels et d'hypersensibles, ce qui a été super révélateur, c'était le déconfinement. C'est ben après oui. ce silence de retourner dans le bruit, ça a été très violent. Ah oui, tout à fait. Et bon, moi, je vis à Deauville-Trouville. On est une grosse, on n'est pas, c'est pas une station balnéaire, hein, Deauville, contrairement à ce qu'on croit. On est la deuxième agglomération de Calvados. Donc finalement, c'est une grosse ville, surtout là où on a beaucoup de gens qui viennent se confiner ici. Et pareil, quand on a été en déconfinement, moi, j'avais l'impression de me retrouver, je sais pas, je vais dire un truc énorme, mais comme sur les Champs-Élysées d'un seul coup, quoi, en pleine, bon. Et c'est là où on voit que bah, finalement nos capteurs sont hyper. Bon. Enfin Mm. bref, on arrive à la fin de notre, de notre échange. Tu aurais un mot de la fin? Je vais rester sur la partie hypersensibilité pour préciser aussi qu'après un burn-out, c'est normal d'être plus sensible au stress parce qu'en fait, on va avoir un seuil de tolérance qui va être abaissé quand on a déjà fait une première décompensation et du coup, on va devenir plus sensible au stress et c'est pour ça que c'est très important après un burn-out ou quand on a une fibromyalgie ou toute pathologie inflammatoire chronique de comprendre son mode de son fonctionnement et de comprendre ses déclencheurs parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir à temps les signaux d'alerte pour ne pas aller dans les extrêmes de décompensation et de douleur. Donc c'est vraiment, moi je parle souvent d'une quête de jeu, je JE soit ses besoins et je JE ce qui nous fait plaisir, mais c'est apprendre à se connaître et comment comprendre comment on fonctionne et ce qui va nous faire réagir pour pouvoir avoir une écologie personnelle. Il n'y a pas de solution toute faite, il y a vraiment apprendre à se décoder pour apprendre à mieux se préserver. C'est exactement ce que je dis et ce que je vais déployer dans mon podcast là ici dans la saison 2. Bah, je vais faire le tour justement de toutes ces questions-là. Et je suis bien d'accord avec toi, il n'y a pas de solution universelle, ni pour la fibromyalgie, ni pour rien d'autre, je trouve, mais en particulier sur ces sujets-là. Et puis bah pour le burn-out, c'est un petit peu la même chose. Donc on est bien d'accord sur ça. Bah, On est écoute complètement Sandra, liés. oui, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de plaisir de t'inviter sur cette saison 2 et je pense que tu es d'ores et déjà invité pour la saison 3 où Avec plaisir. on pourra reparler de certains points. Je te souhaite bah, bon courage pour terminer ton livre et on est nombreuses à être impatientes de l'avoir dans les mains, mais on te laisse travailler en tranquillité. Hein. C'est pas la peine de se mettre la pression Oui, non plus pour plus que nécessaire. j'espère imprimer à la rentrée. De toute façon, là, l'été, ça va être un peu calme, mais j'espère à la rentrée. Bon, mais bravo et super. En tous les cas, je vais mettre toutes les informations te concernant dans le texte qui va avec l'épisode. Je te remercie vraiment pour tous ces échanges et puis la qualité de tes partages et ta générosité. Et pour moi, tu fais partie des piliers fiables et ça, c'est bien agréable parce que bah, c'est pas le cas de tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Merci Et c'est beaucoup. vraiment un plaisir. Voilà, bravo. À bientôt Merci. donc. À bientôt. Prenez soin de vous. Alors, j'arrête l'enregistrement. Eh oui, merci Sandra, c'était super. J'espère que vous avez réussi à régler le son pour capter toute la richesse de ce que Sandra a pu nous apporter. Et je vous renouvelle mes excuses pour ces difficultés techniques que nous avons eues. Voilà, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Car vous le savez, ce qui est important pour moi, c'est de contribuer à l'intelligence collective pour que chacun puisse être acteur de sa santé, pour que chacun puisse faire ses choix en toute autonomie pour être acteur de sa vie. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est d'ouvrir le chemin avec des pistes de solutions, des pistes, et surtout pas des recettes miracles. J'ai imaginé cette saison 2 comme un premier tour de piste des questions que tu pourrais te poser pour faire le point de ta relation avec la maladie chronique et surtout
comment tu vis les relations dans ton écosystème de vie. Car la première clé, je le répète encore et encore, c'est déjà de comprendre qu'on construit soi-même son écosystème de vie avec les choix qu'on fait, les petits comme les grands. Mais avec la maladie chronique, on part sur un long parcours avec des contraintes. Ça, c'est certain. Alors, autant commencer par se donner les moyens de s'adapter. L'objectif de la saison 2 de ce podcast, c'est d'éclairer ton chemin avec 12 étapes pour identifier les points clés. Les points clés pour répondre aux 12 questions fondamentales pour les malades de la fibromyalgie et pour les malades chroniques de ce type de maladie inflammatoire, métabolique et maladie environnementale. Sortir du brouillard, retrouver le soleil et les couleurs de la gourmandise de la vie. Ouais, c'est ça qui compte. De la joie pour construire ton projet de vie sur le tapis magique du flow. Te relier à toi, te relier aux autres, te relier aux vivants et aux plus grands que toi. Bref, c'est la vie, quoi. Alors, le mot de la fin pour cet épisode de la saison 2. Et toi? Oui, toi. Que fais-tu? Que fais-tu pour mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique? Comment je pourrais t'accompagner encore mieux? Viens partager. Allez, viens. Accroche ton casque. Et on part ensemble. On part ensemble rallumer les étoiles pour mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Allez, zou, roule ma poule!